Le feu était rouge à l'intersection de la rue de Rivoli, quand mon monde s'est arrêté. C'était un jeudi après-midi de novembre, le ciel de Paris avait cette couleur grise caractéristique qui annonçait la pluie sans jamais vraiment se décider. J'étais dans ma Peugeot 208 blanche, attendant que le feu passe au vert, la radio diffusant doucement une chanson des années 90. La journée avait été épuisante au cabinet d'architecture, et tout ce que je voulais, c'était rentrer dans mon appartement du Marais, enlever mes talons et me plonger dans un bain chaud. Puis, je l'ai vu. Thomas Dubois, mon petit ami depuis 4 ans, l'homme avec qui j'avais construit des projets d'avenir, sortait d'un restaurant italien au coin de la rue. Cela aurait déjà suffi à gâcher ma soirée, mais ce qui est venu après m'a coupé le souffle. À son bras, une femme. Pas n'importe quelle femme. Une femme visiblement enceinte, avec un ventre arrondi qui devait être de 6 ou 7 mois de grossesse. Elle portait une robe moulante bleu marine qui mettait en valeur sa grossesse, et Thomas la tenait avec cette tendresse protectrice que j'avais imaginé qu'il aurait un jour avec moi. J'ai fait les calculs mentaux rapidement. Thomas et moi avions rompu il y a exactement 8 mois. 8 mois depuis cette nuit horrible où j'étais arrivée plus tôt que prévu à son appartement de Saint-Germain-des-Prés avec l'intention de lui faire une surprise et où j'avais reçu la surprise la plus dévastatrice de ma vie. J'avais trouvé des messages sur son téléphone, des messages qui ne laissaient aucun doute. Il me trompait depuis des mois avec quelqu'un de son entreprise, quelqu'un qui, selon lui, n'était qu'une amie. Les mensonges typiques que les hommes racontent quand ils n'ont pas le courage d'être honnêtes. Mais maintenant, en regardant cette femme enceinte, la chronologie s'assemblait parfaitement. Si elle était enceinte de 6 ou 7 mois, cela signifiait qu'elle était tombée enceinte en avril ou mai de l'année dernière, quand Thomas et moi étions encore ensemble. Quand il me disait qu'il m'aimait, quand nous planifions de déménager ensemble, quand je refusais des offres d'emploi à Londres pour rester avec lui. Il mettait une autre femme enceinte. Le feu est passé au vert, mais je ne pouvais pas bouger. Les voitures derrière moi ont commencé à klaxonner avec impatience, mais mes mains étaient gelées sur le volant. J'ai vu Thomas ouvrir la portière passager de sa BMW noire pour qu'elle monte, avec cette galanterie que je connaissais si bien. Il avait l'air heureux, radieux même, d'une manière que je ne l'avais jamais vu durant nos derniers mois ensemble. Finalement, un taxi s'est arrêté à côté de moi et le chauffeur m'a crié quelque chose que je n'ai pas réussi à entendre, me sortant de ma transe. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai continué mon chemin, mais les larmes avaient déjà commencé à couler sur mes joues. Ce n'étaient pas exactement des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de rage pure, d'humiliation, d'une injustice si profonde qu'elle faisait physiquement mal dans la poitrine. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée dans mon lit, fixant le plafond, rejoint encore et encore la scène du feu rouge. Je me suis souvenue de tous les moments où Thomas et moi avions parlé d'avoir des enfants. Il reportait toujours la conversation, disant toujours que ce n'était pas le bon moment, que nous avions besoin de stabilité financière d'abord, qu'il voulait profiter davantage de notre relation avant de franchir cette étape. Et tout ce temps, il construisait cette vie avec quelqu'un d'autre. Je m'appelais Amélie Moreau. J'avais 32 ans et j'étais architecte spécialisée en design durable. J'avais rencontré Thomas lors d'une conférence sur le développement urbain il y a 5 ans. Il était ingénieur civil, travaillait pour une importante entreprise de construction, et dès le premier instant, il y avait eu de la chimie entre nous. C'était une relation intense, passionnée au début, qui avec le temps était devenue confortable et familière. Ou du moins c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, je suis arrivée à mon cabinet sur les Champs-Élysées avec les yeux gonflés et le cœur plein de venin. Ma collègue et meilleure amie, Sophie Laurent, m'a regardée avec inquiétude immédiate. Sophie et moi avions fondé notre cabinet d'architecture 3 ans auparavant, et elle me connaissait mieux que personne. Nous nous étions rencontrés à l'université, et elle avait été mon soutien inconditionnel durant la rupture avec Thomas. « Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Sophie, en fermant la porte de mon bureau derrière elle. « Tu as une tête de quelqu'un qui a été renversé par un bus, et ensuite le bus a fait marche arrière. » J'ai vu Thomas hier, avec une femme enceinte, très enceinte. Sophie est restée silencieuse un moment, traitant l'information. Puis ses yeux se sont ouverts avec compréhension. « Attends, combien enceinte exactement ?»« 6 ou 7 mois. Fais les calculs. »« Ce fils de pute ! Ce putain de fils de pute ! Il te trompait et en plus il a mis enceinte ?»
Amélie, Ses mots se sont perdus dans l'indignation. Je le sais, j'ai dit en sentant comment la rage de la nuit précédente revenait avec force. Et il avait l'air si heureux, Sophie, si heureux, comme si rien de ce qui était à nous n'avait jamais eu d'importance, comme si j'avais juste été un obstacle sur son chemin vers sa vraie famille. Sophie s'est approchée et a mis ses mains sur mes épaules. Écoute-moi bien, Amélie. Tu vaux 1000 fois plus que cet imbécile. Il est celui qui a perdu. Tu es incroyable, talentueuse, belle. Tu vas surmonter ça et tu vas être heureuse, je te promets. Mais je ne veux pas surmonter ça, j'ai dit, me surprenant moi-même avec l'intensité de mes mots. Je veux qu'il paye. Je veux qu'il ressente ne serait-ce qu'un petit peu la douleur qu'il m'a causée. Sophie m'a regardée avec un mélange d'inquiétude et de compréhension. D'accord, je te comprends. Mais tu dois être intelligente avec ça. Ne fais rien dont tu vas te repentir. Je ne vais rien faire d'illégal, j'ai précisé rapidement. Mais il doit y avoir un moyen de lui faire face à ses actes. Durant les jours suivants, je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. Chaque projet, chaque réunion avec des clients, chaque design que j'essayais de créer, tout passait au second plan face à l'obsession qui grandissait dans mon esprit. J'ai commencé à investiguer. Ce n'était pas difficile de trouver des informations sur la femme enceinte. Les réseaux sociaux facilitaient tout. Elle s'appelait Camille Rousseau, avait 29 ans et travaillait comme designer graphique dans la même entreprise de construction où travaillait Thomas. Son Instagram était public, plein de photos de sa grossesse, de son ventre qui grandissait, de Thomas posant ses mains sur son ventre avec un énorme sourire. Ce que j'ai découvert après était encore plus intéressant. Un après-midi, en revisant compulsivement le profil de Camille, j'ai vu qu'elle avait tagué un lieu dans plusieurs de ses photos récentes. Un complexe résidentiel de luxe à la Défense, appelé Tour du Lac. Pas n'importe quel complexe, mais un que je connaissais très bien, trop bien. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Tour du Lac était un projet pour lequel notre cabinet, celui de Sophie et moi, avait concouru il y a 2 ans. Nous n'avions pas gagné l'appel d'offres, mais durant le processus, j'avais étudié chaque détail du projet. C'était un développement d'appartements de luxe, avec 4 tours de 20 étages chacune, conçu par un cabinet d'architecture prestigieux, mais avec plusieurs aspects techniques que j'avais critiqués à l'époque pour ne pas respecter complètement les normes de construction durable et certaines questions de sécurité structurelle. J'ai investigué plus en profondeur. Il s'est avéré que l'entreprise de construction qui avait gagné le projet était précisément celle où travaillaient Thomas et Camille. De plus, Thomas était un des ingénieurs principaux du projet. Son nom apparaissait dans plusieurs documents publics liés au permis de construction. J'ai senti une étincelle de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je me rappelais des conversations que j'avais eues avec d'autres architectes sur Tour du Lac. Il y avait eu des rumeurs que la construction avait eu des problèmes, que des modifications non autorisées avaient été faites pour économiser des coûts, que certains appartements avaient des problèmes d'humidité dus à une imperméabilisation déficiente. N'y eut rien de grave, mais suffisant pour causer des agréments aux résidents. Et si j'investiguais davantage ? Non pas dans l'intention de faire du mal à des gens innocents, mais d'exposer la vérité. S'il y avait des irrégularités dans le projet, elles devaient être mises au jour. Et si cela affectait accidentellement la carrière de Thomas, eh bien ça serait la justice poétique. J'ai raconté mon idée à Sophie après-midi. Elle m'a regardée avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Amélie, je vais être honnête avec toi. J'aime que tu veuilles faire quelque chose, mais tu dois être très carrossée. Si tu vas t'impliquer là-dedans, tu as besoin de preuves solides. Tu ne peux pas te baser seulement sur des rumeurs ou ton désir de vengeance. Je sais, j'ai répondu, sentant le poids de la décision que je devais prendre. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu connais des gens à la mairie de Paris, au service de l'urbanisme. Pourrais-tu obtenir les dossiers complets du projet Tour du Lac ? Sophie est restée pensative un moment. Je peux essayer. J'ai un contact qui me doit une faveur. Mais tu es sûre que tu veux faire ça ? Une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis complètement sûre, j'ai dit avec une détermination que je ne savais pas posséder. Thomas m'a menti, m'a trompé, m'a fait perdre 4 ans de ma vie. Et le pire de tout, c'est qu'il l'a fait sans aucun remords. Il mérite de faire face aux conséquences de ses actes, quelles qu'elles soient. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Sophie a obtenu les dossiers du projet Tour du Lac grâce à un ami qui travaillait au service de l'urbanisme. C'était des centaines de pages de documents techniques, de plans, de permis, de rapports d'inspection. J'ai passé des nuits entières à les reviser,
comparant les plans originaux approuvés avec les modifications qui avaient été autorisées ultérieurement. Rien de tout cela n'était immédiatement dangereux, mais cela violait les normes de construction et, plus important encore, n'avait pas été signalé aux autorités comme cela l'exigeait la loi. De plus, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans un des rapports internes de l'entreprise de construction, daté d'il y a 6 mois, un inspecteur de qualité avait soulevé des préoccupations sur des cracks dans certains étages supérieurs de la tour C, la tour où, selon les photos Instagram de Camille, elle et Thomas avaient acheté leur appartement. Le rapport recommandait une inspection plus approfondie et d'éventuelles réparations. Mais il n'y avait aucun suivi. Le rapport avait été archivé et apparemment ignoré. C'était sérieux, très sérieux. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance personnelle. Il y avait des gens qui vivaient dans ces immeubles, des gens qui avaient payé des millions d'euros pour des appartements qui, potentiellement, n'étaient pas sûrs. Y compris Camille, Camille a fermé les yeux, plus de larmes coulant sur ses joues. Il m'a menti. À moi aussi, il m'a trompé. Et le pire, c'est que quand tout ça a explosé, quand il a perdu son emploi et que l'enquête a commencé, son vrai caractère est sorti à la lumière. Il est devenu agressif, manipulateur. Il me blâmait, il te blâmait, il blâmait tout le monde sauf lui-même. Elle a fait une pause. J'ai rompu avec lui il y a une semaine. Je suis vraiment désolée, Camille, ai-je dit sincèrement. Je sais à quel point c'est difficile, surtout maintenant que tu es sur le point d'accoucher. Elle a haussé les épaules, un geste qui essayait d'être désinvolte mais qui ne parvenait pas à cacher sa douleur. C'est difficile, je ne vais pas mentir, mais c'est aussi libérateur. Je préfère élever mon enfant seul plutôt qu'avec quelqu'un qui s'est révélé être un menteur et un lâche. Ma famille me soutient. Je vais déménager chez mes parents jusqu'à ce que je puisse m'organiser. Nous sommes restés en silence un moment. Finalement, Camille a reparlé. Je dois te demander quelque chose, Amélie. As-tu fait ça par vengeance ? Exposer ces irrégularités, c'était juste pour blesser Thomas ? J'ai réfléchi à sa question avant de répondre. Je vais être honnête avec toi, Camille. Au début, quand j'ai découvert la grossesse et quand je me suis rendu compte de la chronologie, tout ce que je voulais, c'était qu'il paye pour ce qu'il m'avait fait. J'étais furieuse, blessée, humiliée. Mais quand j'ai commencé à enquêter et que j'ai découvert les irrégularités dans Tour du Lac, tout a changé. Ce n'était plus seulement ma douleur. Il s'agissait de faire ce qui était juste. Il s'agissait de protéger des gens innocents. Ai-je eu de la satisfaction en voyant les conséquences pour Thomas ? Oui, je ne vais pas le nier. Mais ma motivation principale, en le signalant, était une préoccupation sincère pour la sécurité. Camille a hoché lentement la tête. Je te crois. Et c'est pour ça que je suis venue te remercier. Tu ne m'as pas seulement sauvé moi et mon bébé de vivre dans un endroit potentiellement dangereux, tu m'as aussi montré qui est vraiment Thomas avant qu'il ne soit trop tard. Elle s'est levée avec effort, tendant sa main vers moi. Je sais que les circonstances qui nous connectent sont compliquées et douloureuses, mais j'espère qu'un jour, quand tout cela ne sera qu'un souvenir lointain, nous pourrons le voir comme le moment où nous nous sommes toutes les deux libérées de quelqu'un qui ne nous méritait pas. J'ai serré sa main, ressentant une connexion inattendue avec cette femme qui avait fait partie de mon pire cauchemar. Moi aussi je l'espère, Camille. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, un conseil professionnel sur ton nouveau logement, ce que tu veux, n'hésite pas à me contacter. Après le départ de Camille, je suis restée assise dans mon bureau pendant longtemps, traitant tout ce qui s'était passé durant les derniers mois. Sophie est entrée doucement et s'est assise en face de moi. « Alors, comment tu te sens ?» ?»« Étrangement en paix, ai-je admis. Ce n'était pas la vengeance que j'avais imaginée au début. Il n'y a pas eu de satisfaction malicieuse ni de triomphe cruel. Il y a eu juste de la justice. Thomas a fait face aux conséquences de ses actions, non pas parce que je l'ai blessé délibérément, mais parce qu'il a pris des décisions terribles qui sont finalement sorties au jour. Sophie a souri. C'est parce que tu es une meilleure personne que lui, Amélie. Tu aurais pu faire ça de manière destructive, tu aurais pu chercher à le blesser juste pour le blesser, mais au lieu de cela, tu as fait ce qui était juste, pour les bonnes raisons. C'est ce qui différencie de gens comme Thomas. Les mois suivants ont apporté des changements significatifs. L'enquête sur Tour du Lac s'est étendue à d'autres projets de la même entreprise de construction, révélant un modèle de négligence et de corruption. Plusieurs dirigeants ont fait face à des accusations criminelles. Thomas a perdu sa licence professionnelle de manière permanente. J'ai entendu par des amis communs qu'il travaillait comme vendeur d'assurance, un travail qu'il détestait évidemment, mais dont il avait besoin pour payer les dettes qu'il avait accumulées. Camille a donné naissance à une jeune fille en bonne santé en décembre.
Elle a publié de belles photos sur son Instagram, son visage radieux malgré les cernes de fatigue d'une nouvelle mère. Thomas apparaissait occasionnellement dans les photos, tenant sa fille, mais le langage corporel entre lui et Camille laissait clair qu'il n'y avait pas de réconciliation. Ils étaient coparents. Rien de plus. De mon côté, le cabinet d'architecture a prospéré de manière que je n'avais jamais imaginée. La reconnaissance que nous avons reçue pour avoir exposé les irrégularités de Tour du Lec nous a donné de nouveaux clients qui valorisaient l'éthique et la transparence. Nous avons gagné plusieurs prix de l'industrie pour notre engagement envers la construction durable et sûre. Sophie et moi avons embauché 3 architectes supplémentaires et nous nous sommes déménagés dans un bureau plus grand près de l'Opéra. Il y a eu des changements personnels. 6 mois après le scandale, lors d'une conférence sur l'innovation en architecture à Lyon, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Alexandre Martin, était professeur d'ingénierie structurelle à l'école centrale et partageait ma passion pour la construction éthique et durable. Ce n'était pas un coup de foudre. C'était quelque chose de plus posé, plus mature. Nous sommes d'abord devenus amis, cherchant des idées sur des projets, débattant sur les régulations de construction, riant sur les particularités de notre industrie. Quand nous avons finalement commencé à sortir, c'était différent de tout ce que j'avais vécu avec Thomas. Il y avait une transparence complète dès le début. Alexandre connaissait toute mon histoire, y compris le scandale de Tour du Lac et ma relation avec Thomas. Il ne m'a pas jugée. En fait, il admirait que j'ai eu le courage de faire ce qui était juste malgré les complications personnelles. 1 an après ce jour au feu rouge, je dînais avec Alexandre dans un restaurant du Marais. C'était l'anniversaire de notre premier mois officiellement ensemble, et il avait insisté pour célébrer. Pendant que nous attendions nos plats, mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Par curiosité, je l'ai ouvert. C'était de Thomas. Le message disait « Amélie, je sais que tu ne veux probablement rien savoir de moi, et je le comprends, mais j'avais besoin de te dire quelque chose que je porte depuis des mois. Tu avais raison sur tout. J'étais un lâche, un menteur et un irresponsable. J'étais traité terriblement, et puis quand j'ai fait face aux conséquences de mes propres décisions, j'ai essayé de te blâmer au lieu d'assumer ma responsabilité. J'ai été en thérapie, essayant de comprendre pourquoi j'ai fait les choses que j'ai faites. Je n'attends pas ton pardon, ni crois le mériter. Je voulais juste que tu saches que je reconnais le mal que j'ai causé et que je regrette profondément la personne que j'ai été. J'espère que tu vas bien et que tu as trouvé le bonheur que tu mérites. » J'ai lu le message 2 fois. Alexandre a remarqué mon expression et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai montré le message. Il l'a lu attentivement, et puis m'a demandé comment je me sentais à ce sujet. J'ai réfléchi avant de répondre. Je crois que ça ressemble à la fermeture d'un cercle. Je ne ressens rien d'intense. Il n'y a pas de rage, ni de satisfaction, juste une sorte d'acceptation tranquille. Il fait face à ses démons, il essaie d'être meilleur. C'est bien pour lui, pour sa fille, pour Camille, mais ce n'est plus ma responsabilité ni ma préoccupation. « Vas-tu lui répondre ?» a demandé Alexandre. J'ai secoué la tête. Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Ce chapitre de ma vie est déjà fermé. Je n'ai pas besoin de le rouvrir, même pas pour donner une réponse. J'ai rangé le téléphone et j'ai pris la main d'Alexandre sur la table. Notre nourriture est arrivée et la conversation a dérivé vers des plans pour l'avenir. Alexandre m'a parlé d'une opportunité qu'il avait reçue pour donner des conférences en Belgique. J'ai partagé mes idées pour étendre le cabinet à d'autres villes de France. Nous avons parlé de voyager ensemble, de projets sur lesquels nous pourrions collaborer, de la vie que nous construisions. En conduisant vers chez moi cette nuit-là, je suis passée par la rue de Rivoli. Le même feu rouge où tout avait commencé. Cette fois était au vert. Je n'ai pas eu à m'arrêter. J'ai simplement continué à avancer, laissant derrière moi cet endroit qui représentait autrefois mon moment le plus douloureux de ma vie. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis ce jeudi de novembre. La douleur, la rage, la vengeance qui s'est transformée en justice, les leçons apprises, les connexions inattendues. J'ai pensé à Camille, élevant sa fille avec le soutien de sa famille. J'ai pensé à Thomas, luttant contre les conséquences de ses actions et essayant d'être meilleur. J'ai pensé aux familles de Tour du Lac, vivant maintenant dans des appartements sûrs grâce aux réparations qui avaient été faites. Et j'ai pensé à moi-même, à la femme que j'étais il y a 1 an, brisée et furieuse observant son ex avec une autre femme enceinte, et à la femme que j'étais maintenant, réussie professionnellement, heureuse personnellement, en paix avec mon passé. Parce que oui, j'avais attendu le rouge du feu quand je l'avais vu sortir avec une femme enceinte. J'avais su que le bébé n'était pas le mien, dans le sens où ce n'était pas le résultat de notre relation.
Mais la vengeance était la mienne. Pas dans la forme destructive que j'avais imaginée initialement, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond et durable. C'était la vengeance de bien vivre, de faire ce qui était juste, de trouver une paix et un bonheur véritable. C'était la vengeance de ne pas me laisser définir par ce qu'il m'avait fait, mais de me construire moi-même malgré la douleur. Et à la fin, j'ai découvert que c'est la meilleure vengeance de toutes. Pas celle qui détruit l'autre, mais celle qui te construit toi. Pas celle qui te maintient attaché au passé, mais celle qui te libère vers l'avenir. Pas celle qui remplit ton cœur d'amertume, mais celle qui le remplit de paix. C'était ma vengeance, et elle était parfaite.